bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Guy Ménard à l'animation, accompagné de Pierre Pajot. Bonjour, Pierre. Bonjour, Guy Ménard. Donc, voilà. Véritable électron libre. Hein? Yes. On pourrait être peu classé comme ça. Dominique Gagnon. Donc, tu travailles avec un matériel qui est assez inorthodoxe. Peut-on dire? Ben, on peut dire ça, mais en même temps, c'est les vidéos, les images qui sont le plus vues en ce moment. C'est disponible. C'est le plus populaire, c'est répandu, c'est démocratisé. À la fin de... C'est les gars des années 70 qui tripaient sur la démocratisation de la vidéo, là, Ouais. Robert Morin et compagnie. Ben là, c'est vrai, là. Là, c'est vrai, mais ça s'appelle YouTube. C'est pas à TV, mais c'est quand même très démocratisé, fait que c'est mon matériau. Ouais. Ouais. Guy, à la fin du générique, j'ai tout regardé, toute la longue liste à la fin du générique de Going South. Oui. Et là, j'étais impressionné. La longue liste, j'en ai pris en note quelques-uns, là, Key West 2013, Fantasy Fest. Hein. Puis j'ai dit, OK. Puis là, je lisais les titres, puis je retrouvais effectivement comment ça peut être des fragments que Ça, c'est un travail de recherche énorme. Ouais, énorme. Pour ce film-là, j'ai accumulé 500 heures de matériel. Pour après couper le câble de l'Internet, parce que là, c'est aliénant aussi. C'est un peu comme un tournage traditionnel, dans le fond. Il faut t'arrêter de tourner, puis tu montes. Donc, c'est 500 heures pour environ, 107 minutes. C'est ça. Mais j'aime bien que tu aies débuté par le générique, parce que pour moi, c'est effectivement très représentatif de la démarche. Parce que effectivement, au générique, on voit, je veux dire, en fait, tu nous donnes, je veux dire, tes sources, okay? Et par la suite, on n'a plus rien. Donc, on n'a plus le monteur, on n'a plus rien. On n'a plus le réalisateur. L'écran noir et des sons, voilà. Mais ouais. Donc, le matériel, c'est eux. C'est eux, en guillemets, qui font le film. Voilà. Et toi, essentiellement, je ne sais pas si tu aimes le mot collage, parce que j'ai l'impression, je veux dire, c'est un peu un collage d'éléments, je veux dire, visuels. Parce que est-ce qu'on peut appeler ça des archives encore là? C'est des archives? Bien sûr. Ben aujourd'hui, ça le devient. Si on pense que beaucoup de matériel aussi qui disparaît, après que moi je les sauve, souvent ça disparaît ces choses-là. Parce que c'est purement de l'archive, là, rien d'autre. Parce que c'est drôle, je ne sais pas si tu as vu les films de Luc Bourdon. Oui, bien sûr. La part du diable et compagnie. Oui. Et j'ai l'impression que c'est essentiellement des approches qui se ressemblent. Bien sûr. Ben, on ne crée rien, on fait juste faire du sens. Ouais. On n'ajoute pas d'images sur la pile, on essaie de comprendre le monde avec ce qu'il produit comme document audio-vidéo. Tu manipules ta bande sonore, mon jeune. Énormément. Mais j'ajoute rien, je ne joue pas de la guitare par-dessus. Non, tu n'ajoutes rien. Je ne joue pas du violon faire broyer. Choisir telle musique ou tel autre ou tel son fucké. Bien sûr. Ça parle, ça. Pour moi, ça me parle énormément. Ben non, mais je ne dis pas que je suis absent du montage. Non. Mais je veux créer du sens, pas créer des nouvelles images. Non, d'accord. Mais la différence, c'est que Luc parle d'un matériel d'archive qui est dans une bobine. Historique et tout. Alors que la particularité de YouTube, essentiellement, c'est que ces images qui sont présentes aujourd'hui peuvent, je veux dire, être peuvent disparaître totalement dans quelques jours. Ils peuvent disparaître pour plusieurs raisons. Soit ils sont censurés, parce qu'il y a beaucoup quand même un cadre, là, il y a des règles pour utiliser chaque plateforme, là, il y a assez règles. Et c'est de plus en plus sévère, je te C'est de plus en plus sévère, oui. On écoute, là, puis avec le discours un YouTube peu... va couper ceci, YouTube va couper avec l'idée des fake news, là, on n'a plus le droit de se tromper, on n'a plus le droit de dire de mensonges, on n'a plus le droit de déconner. C'est plate, hein? C'est un peu plate, hein? Mais puis ça, c'est une façon que les vidéos peuvent disparaître. Puis un autre, c'est par accumulation. Il y en a tellement que, tu sais, il y en a qui sont comme... On les regarde pas. Puis ils disparaissent, l'algorithme les fait disparaître pour promouvoir des choses plus spectaculaires, ça, parce que YouTube... Plus récentes aussi. C'est marchand. J'ai l'impression que ça se mange. C'est marchand. Fait que plus qu'il y a de monde qui les voit, plus qu'ils font de l'argent. Plus que quelque chose est censé d'intéresser les gens, plus qu'ils vont le mettre en avant. Fait qu'à derrière, il y a tout le temps des choses qui sont résiduelles, si on veut que... Puis les gens, ils se battent contre un algorithme pour faire voir leurs vidéos, mais ils sont pas vus. Fait que ça, c'est une autre façon qu'elles peuvent disparaître, dans la masse. Mais à quelque part, ça complique un peu ton travail. Parce que dans les faits, ce qui semble t'intéresser, c'est pas ceux qui vont y avoir le plus de views. Non. Et au contraire, c'est des gens qui sont un peu, dans le fond, en marge de la société. En marge, aussi amateurs. Ou amateurs. Et qui ont peut-être pas le même public que, finalement, ceux qu'on voit dans les premières. Si on veut voir YouTube comme une poubelle, là, disons que moi, je suis un dumpster diver. Là, moi, je vais fouiller dans le fond, puis je vais chercher ce qui intéresse personne a priori. Après, faire des points, des lignes, créer des liens entre les choses, là, il y a un sujet qui peut naître. Mais a priori, c'est des choses qui sont vraiment laissées pour compte.
Mais comment qu'on donne tout ça? La question que je me posais aussi. Moi, je me dis, comment tu fais pour choisir? Choisir, ça, c'est difficile. Mais comment les trouver, par contre, ça, c'est plus simple. C'est que, par défaut, le moteur de recherche de YouTube va toujours te donner ce qui est le plus populaire. Ouais. Si tu tapes ton nom, il va sortir des résultats les plus populaires qui ont ton nom. Si tu inverses le moteur de recherche, puis tu regardes qu'est-ce qui a été posté le plus récemment, là, tu vas pogner des 0 visionnements, là, tu sais, ou 1 view, 2 views, tu sais, souvent, c'est des bots qui regardent les vidéos pour voir s'il y a du contenu inapproprié ou ça. Fait. Là, à ce moment-là, tu vois tout ce qui est mis en ligne en temps réel. Tu vois apparaître les vidéos. Okay, fait que là, toi, tu peux, c'est comme à la pêche, tu swings ça dans la chaloupe, puis après ça, tu arrives avec ta glacière pleine, puis c'est des affaires que tu essaies de retrouver le lendemain, puis le surlendemain, puis c'est déjà disparu. OK. Parce qu'il peut y avoir plein de vidéos qui portent le même nom, le même titre, la même source, fait que ça se mélange, puis les moteurs sont confus avec tout ça. Donc, ça, c'est la manière d'aller les chercher. Après, les sélectionner, ça, c'est très, très, très subjectif. Et c'est là que je prends ma place dans le montage. Okay. C'est là que je m'exprime. C'est là que je sens que je peux dire beaucoup plus, je pense, que si je tournais moi-même mes images puis je mettais une voix off par-dessus. Je trouverais ça condescendant, je trouverais ça prétentieux. Moi, je préfère comme jongler avec ce que les autres produisent puis essayer de trouver des dénominateurs communs des fois. Trouver des lignes de fuite, trouver des motifs qui apparaissent, qui reviennent. Par exemple, genre like ici, like ça, aimez-moi, thumbs up. C'est toutes des manières pour moi, de compiler ces choses-là, c'est de montrer une espèce de désir d'attachement de ces gens-là, une espèce de détresse où c'est qu'ils veulent absolument reacher, veulent absolument rencontrer des gens, trouver une communauté qui a les mêmes intérêts qu'eux et tout. Puis souvent, ça n'arrive pas. Fait que compiler ces moments de détresse, si on veut, psychologique, c'est tout d'un coup, là, 1, 2, 3, 4 personnes, à un moment donné, tu sens la boule. Là, mais c'est ça ton regard. Ben oui. Moi, j'ai senti comme un portrait anthropologique, entomologique d'un vide, c'est-tu le mot détresse que tu viens de prendre? Ouais. Parce que c'est un constat, tu portes pas vraiment de jugement, là, j'essaie le moins possible. En tout cas, moi, j'en ai ajouté à mon goût, mais je veux dire... mais c'est ça ton idée, là, c'est de nous faire ressentir une certaine... solitude, ton mot détresse, solitude... écoute, il y en a, c'est pathétique, là. C'est pas drôle, là. Mais c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense. Hein? Si on commence à fouiller un peu les sous-sols, si on veut, de ces plateformes de partage-là, c'est énorme. Les gens ont tellement d'attentes vis-à-vis de la communauté qui souvent n'existe même pas. C'est une illusion. Non, c'est une illusion. Il lance quelque chose comme une bouteille à la mer. Là. C'est exactement l'image que j'aime utiliser. Des bouteilles à la mer. Puis c'est moi qui les trouve. Tu sais, je vais dans le chenal, j'ai trouvé que le courant ramène tout ça ou à quelque part, puis je les ouvre, puis je mets tout ça à plat. Mais là, c'est comme même, tu vas même te voir qui a lancé. C'est pas toujours évident. Parce que là, tes portraits deviennent, tu sais, ils reviennent systématiquement. Le monde découvre que tu as vraiment un montage avec une série de reprises. Ouais. Et là, quand c'est la troisième fois qu'on retrouve ton go, ta transgenre ou peu importe, là, tout à coup... là, il y a un portrait qui se dessine. Là, pour quelque chose de narratif. Si tu l'avais juste une fois, il serait pour moi... c'est anecdotique. Mais à 3 fois, 4 fois, 5 fois... C'est des personnages. Tu sais, la grand-mère, puis c'est juste... Et c'est comme eux veulent bien se montrer. Hein? Fait que c'est aussi fictif que... Il y a des gens qui jouent là-dedans. Là. Oui. Tu sais, il y en a des fois, tu le sens, Chloé, à un moment, la jeune fille transgenre, elle fait semblant de pleurer un petit peu. Là, mais là je coupe, puis là, je joue, hein? Elle revient à quelque chose d'autre. Tu sais, puis, parce que c'est encore là, c'est marchand, c'est une économie. C'est à l'économie du clic. Si tu as des drames, si tu partages des choses sensationnelles, tu vas avoir plus d'attention, tu vas avoir plus de clics, tu vas générer plus de revenus. Mais le titre aussi, Going South, nous ramène dans cette perspective-là. Ouais. Parce que, bien sûr, on peut penser au Sud, on peut penser bien sûr aux États-Unis, mais dans l'expression américaine est aussi associée à l'idée... Elle veut dire partir en couille. Oui, ça chie. C'est ça, là, c'est la détresse. Là, c'est ça. Et je retrouvais ça beaucoup dans certains autres aussi, certains autres films dans ton travail. Il y a comme un regard un peu apocalyptique. Hein? Il y a quelque chose de fin du monde. On vit des années comme ça. Hein, puis ça a débuté comme ça parce qu'on voit beaucoup, je veux dire, de catastrophes.
que ce soit genre, écologique, environnemental. Et il y a une volonté, malgré, je pense, pas malgré toi, je pense que ça vient de toi, mais aussi de se servir de ces images-là pour nous situer, je veux dire, dans le moment présent. Ben, moi, je pense pas. Moi, je veux pas faire des films éducatifs. Là. Non, ça n'est pas. Non. Non, mais moi, j'aime ça, le cinéma de genre. Puis si je suis obligé de mettre mes films dans une case, là, ça serait horreur. Là. Moi, je fais des documentaires d'horreur. Mais les débuts, c'est le fun de se faire peur. Puis réaliser finalement que, bon, c'est une manière de maturer, c'est une manière d'apprivoiser nos peurs. Quand j'ai travaillé avec des adolescents à un moment donné par rapport à la fin du monde qui était annoncée en 2012, c'était super le fun de faire ce film-là. Il n'y a plus jamais une fin du monde qui va me faire peur à cette heure-là. C'est une manière d'exorciser. C'est des monstres qui sont sous le matelas. À un moment donné, les faire sortir puis les regarder. Peut-être lui donner des jolis noms. Être capable de nommer les choses, à un moment donné, ça aide à anticiper ou appréhender, si on veut, peut-être plus les catastrophes ou à venir. Hein, parce qu'on sait que c'est pas Jojo. Mais je pense pas que c'est aussi dur ou aussi noir que dans mes films, ça, c'est clair. Je vous dis ça avec un sourire, là, ça se voit pas à radio. Non, je suis pas quelqu'un de pessimiste. Mais en fait, on ne sait pas parce qu'un de tes films était, je veux dire, dans le fond, la venue, t'annonçait, la venue de Donald Trump au pouvoir. Ouais. Fait que peut-être qu'effectivement, mais je fais du coq à l'âne, mais c'est intéressant parce que peut-être que ce matériel sur YouTube annonce, je veux dire, énormément d'aspects qu'on ne voit pas. Oui, ça, je le crois. Ça, je le crois. Parce que c'est un peu viscéral. Ça permet de scanner des pans complets de culture qui sont plutôt marginales, tu sais, underground même des fois. Fait que ça permet de prendre des très grands échantillons. Puis quand tu ramènes ça à une forme de dénominateur commun, là, tu vois des choses. Tu sens des choses. Tu peux prédire une élection, par exemple, ou tu peux te dire que tel canular, tel hoax, c'est comme... La Terre est plate. Par exemple. Ça, il faut aller voir. On vous le dit tout de suite, c'est la 6e partie. Même si elle a été un peu annoncée préalablement. Et c'est vrai que la Terre est plate. Ah oui? Avec... Au Moyen-Âge. Mais la façon qu'il l'explique, c'est totalement logique. Mais il y a une autre façon aussi de le comprendre. C'est un auteur j'ai oublié son nom. Je m'en veux. Mais c'est quelqu'un de très sérieux du New York Times qui a écrit un livre qui s'appelle The Earth is Flat. C'est Johnson, je pense, son nom. Puis lui, il explique qu'avec l'avènement des ordinateurs, l'Internet et tout ça, ça a comme déplié. Si on veut voir la Terre comme une sphère, ça l'a déplié. Comme si on mettait une boule disco à plat en collant toutes les pièces sur un carton. Les ordinateurs nous permettent de communiquer entre nous sur une base horizontale. Tu peux être en Chine, puis moi, je peux être à Montréal, puis on se regarde yeux à yeux. C'est comme si les technologies satellites, l'Internet, tout ça, avaient permis aussi à des gens de travailler ensemble dans des pays différents et tout ça. Comme si le monde, tout d'un coup, était accessible à tous. Parce que c'est vrai que si je veux te voir avec un télescope en Chine, je ne pourrais pas. Ça me prend un satellite pour rayonner, miroiter le signal. Fait que c'est comme si ça avait déplié la Terre. Puis ça, c'est son argument. Puis moi, je trouve que quand je regarde tous les gens qui délirent dans le film, puis qui se regardent, puis ils sont tous au même niveau, la Terre est plate. Avec la caméra, oui. Mais c'est métaphorique, là, bien sûr. Bien sûr. Ben oui, mais la Terre est plate. Ça l'a aplati un petit peu. L'Internet l'a aplati un petit peu. Puis ça réduit les distances aussi. Surtout pour les Américains. Moi, je suis convaincu que les Américains sont convaincus que la planète arrête au bout. Là. Quand tu arrives au bout des États-Unis, au nord, juste la planète, même le Canada n'existe pas. Alors là, tu sais, je suis convaincu pour un Américain, la Terre est plate parce que l'univers, c'est eux autres. C'est ça. Puis en dehors des Américains, on est peu de choses. Peu de choses. Donc, comme je vous rappelle que nous sommes avec Dominique Gagnon, de discuter de Go Eat South, qui va être présenté à la Cinémathèque du 23 au 26. Bien sûr que tu vas être présent. Je serai présent la première soirée. Ce qui est aussi intéressant en regardant ton film, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, c'est que, bon, bien sûr, il est divisé en 6 parties, et les premières parties, les images que tu as été chercher sont, je veux dire, de moins bonne qualité
Ouais. Je ne sais pas si c'était voulu. Puis plus on avance, ben là, on voit de la GoPro, entre autres, parce que les gens qui sont sur la Lune et même la mise en scène apparaît de plus en plus. Donc, est-ce qu'il y avait cette volonté, finalement, aussi de montrer les avancées presque technologiques qui sont, je veux dire, accessibles et qu'on peut voir sur YouTube? Quand j'ai fait mon film précédent, Off the North, j'avais accès à des images de très basse définition. Ouais. Puis j'avais le goût de repartir de là. Ah, okay. Dans l'espèce de brouillard de pixels. La première image, c'est un bateau qui crash dans une vague. Puis, tu sais, il y a quelque chose du brouillard, pixels mélangé blizzard et tout ça. Tranquillement, là, émerge quelque chose d'autre, tu sais, parce qu'on est au sud. C'est comme on pourrait dire, bon, le monde sont mieux équipés, c'est des touristes, ils ont de l'argent, ils vont se promener, puis là, les GoPro apparaissent, les selfie sticks, etc. Fait que c'est un autre esthétique. Mais j'aimais ça partir de... Comme c'est une tétralogie, j'ai partir de là. Là, je travaille sur un nouveau film, puis c'est 6 ans d'une documentation de la vie d'une personne. Puis ça commence en 240p, là, les images les plus poches que tu pouvais uploader sur Internet. Puis ça finit en GoPro, là, 4K. T'sais. J'aime bien ça parce que... Une personne précise. Oui, c'est ça. Puis j'aime bien ça parce que ça devient un peu comme une histoire de médias. Mm-hmm. Aussi en même temps, en parallèle, parce que ça a boomé là, les 10-15 dernières années. Complètement transformé. Puis là, maintenant, regarder une image sur YouTube, c'est aussi beau que si tu l'avais tourné toi-même. Tandis qu'il y a 5 ans, c'est une autre histoire. Fait que moi, je m'ennuie un peu de ces textures un peu granuleuses. Un peu sale, hein? Ouais, mais ça s'apparente au film, au 16 mm, au Super 8. Ce sera l'image, comment on va se souvenir de notre époque. Mais là, on est déjà rendu dans le 4K, fait que 8K, whatever. Fait que les hologrammes, les vidéos 360 degrés, 3D. Fait que c'est un autre REM là, que je m'apprête à investir, mais c'est le fun parce que la technologie va tellement vite, j'ai pas tant à me renouveler. Je cours en arrière. Mais il y a la technologie, mais il y a aussi la mise en scène parce que indirectement, ces gens-là viennent par se mettre en scène. Ben oui. Et ont appris... Au début, c'était assez naïf, puis ils ont appris les codes et tout, puis ils sont tous des animateurs de télé à ça. Oui, puis là, on voit certains mouvements de caméra, des travelling, des panoramiques. Et tu utilises aussi dans ton film, je veux dire, toutes ces variantes. Mais ça a commencé, dans le fond, avec un desktop, un ordinateur, un desktop avec une webcam intégrée. Et ça, c'était comme filmer avec un gros bloc de ciment, comme au début du cinéma, quand les caméras étaient enfermées dans des cages de verre, puis ça ne pouvait pas bouger. Puis là, tranquillement, c'est devenu un téléphone portable. Fait que là, on est dans les années Vertov. Pitch ton téléphone, envoie-les dans l'espace avec une balloune. Tu peux, tu sais, on est dans les années Vertov, là. Puis bientôt, c'est ça sera autre chose, holographique peut-être, ou d'autres types d'imagerie, peut-être même juste des objets mentaux. Hein, parce que peut-être que les images, à un moment donné, va être connecté directement sur des cerveaux. Check bien ça. Voilà. On sait plus. On parlera plutôt d'objets mentaux que d'images. Parce que le film, on ne veut pas tout dire, mais le film se termine aussi un peu de cette façon-là. Là. On est dans synthèse. On est dans l'image de synthèse. On n'arrive presque plus à discerner entre la vidéo, si on veut HD, 2K, 4K, puis les images de synthèse. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de différence. Là. Puis ça, c'est intéressant, puis c'est freakant en même temps. Dans ce contexte de fake news et tout ça, on peut générer des visages. Aujourd'hui, on peut générer des gens entiers. Là, le cinéma professionnel hollywoodien le fait. Fait qu'il faut développer un regard encore plus critique qu'avant par rapport à l'image. Puis analyser, monter des images, ça peut être une façon un peu de le faire. Là. Moi, je vais te parler un peu de raccord parce que de moment je regardais puis c'est bon, là, il y a eu ça, cette scène-là. Posons là, il est sous l'eau, une cascade. Cut! Un party stroboscopique. Cut. Puis là, toi, quand tu as eu à décider ça, c'était-tu, supposons, tout à coup, il y en a, j'ai dit, c'est comme il y a le mot frénésie qui fait un lien. Je sais pas. Toi, t'avais-tu comme c'était juste des contrastes de l'un à l'autre? C'est comme si j'avais un chapeau avec plein de mots écrits sur des bouts de papier. Je sors des séquences, puis je regarde, puis quand ça me plaît, je le garde, quand ça me plaît pas, je l'enlève. OK. C'est try and error. C'est erreur et essai. Pourquoi passer de tel à tel? Oh, ça, c'est ton intuition. Le fruit du chaos, l'intuition. C'est peut-être la petite bière que j'ai pris avant de travailler. C'est ma subjectivité. Non, mais souvent, un créateur, c'est intuitif, je le sais. Donc, toi, c'est... Tu as eu le complètement intuitif, ça a à voir avec toutes mes expériences personnelles. Tout ça. Mais en même temps, une affaire que j'aime bien utiliser comme image pour expliquer, c'est comme si je faisais un casse-tête puis j'avais pas l'image de départ. Puis j'avais un nombre de pièces infini.
Oh boy. Hein? Puis que l'image, c'était quasiment comme n'importe quoi. Là. Si je ne sais pas c'est quoi, ça peut être n'importe quoi. Fait que si je trouve une pièce avec un bout de bleu, très précisément ce bleu, puis une autre pièce avec le bleu qui ça match, je vais sûrement les rapprocher l'une de l'autre. À un moment donné, ça va être une ligne. À un moment donné, ça va être un mot. À un moment donné, ça va être un son. Tout ce qui constitue l'audio-vidéo. J'aime pas ça parler d'image puis de son séparés. Pour moi, c'est tout des on joue du jazz, puis il y a des instruments, il y a des affaires. Il y a du temps, il y a des beats, il y a des choses qui... C'est comme si des images qui s'aiment des fois, ils s'attirent. Hein? Puis ça serait la stratégie qu'on prendrait pour faire un casse-tête si on sait pas c'est quoi l'image de départ. Oui. Essayez de trouver des pièces qui se ressemblent. Essayez aussi de trouver le cadre. Toujours. Qu'est-ce qui fait cadre? Au départ, on fait tout ça. Puis quand tu as fini ton cadre, puis toutes tes images sont placées dedans, moi, je pense que mon montage est fini. Mais c'est comme ça que j'arrive à capturer, je pense, parce que j'y mets pas d'intention tant que ça. Je sais pas, je veux convaincre ce point-là. Où j'ai mes obsessions. Mais ils reviennent d'un film à l'autre. Comme je te dis, tu as un portrait. Mais j'aime ça assembler des affaires le plus formellement possible. Tu sais? Puis après, quand je vois que les séquences me plaisent et tout, là, je vais les conserver ou pas, je vais les modifier, tout ça. Mais à la base, c'est beaucoup d'essais-erreurs, mélanger un peu comme les boules de bingo, puis sortir des séquences, puis voir si ça me plaît, ce qui sort. Puis discarter. Puis aussi, je travaille par soustraction et non pas par addition. Ouais, ça, je te veux dire, c'est-à-dire que mon film, au départ, il dure 500 heures. Puis là, j'enlève ce que j'aime pas. Puis à un moment donné, il reste juste ce qui reste. Mais je peux pas dire que je l'ai choisi parce que je l'aimais. Je l'ai choisi parce qu'il est resté là. Parce qu'il y avait sa place, finalement, dans cette organisation. C'est ça. Puis là, je vais regarder des images, je vais dire, ça, c'est plus le début, ça, c'est plus la fin, ça, c'est... Puis là, j'avais un problème, c'est que le film est très long. Oui, il est long. J'ai pas de personnage vraiment d'histoire, ça, fait que le séparer en 6 parties. Puis dire tout de suite en avance, ça, c'est la partie 1 de 6 parties. Ouais. Donner au moins une petite indication temporelle, pas que le monde soit complètement perdu. Comme ça, après ça, moi, je me disais, je peux aller encore plus loin dans mon délire. Si j'assis ça comme faux, là, un titre au début, un générique à la fin, des parties, je peux vraiment être libre, là, puis m'éclater. Là, puis les dernières parties sont plus courtes. Oui. Ça aide beaucoup à l'écoute aussi. Ça aide. Parce que quand tu arrives à la 4e ou la 5e, quand tu arrives à la 4e, tu as le goût de savoir c'est quoi la 5e. C'est ça. Parce que tu comprends que finalement, chaque titre est associé à... C'est un peu confus, hein, les titres. Moi, je me suis inspiré beaucoup de Talking Head, là, Stop Making Sense. Là. Ah ouais? Ben oui, parce que tu veux juste choquer, tu veux juste relancer le film, puis... Tu sais, comme lâcher une scène comme Trees on Fire. Tu sais, là, t'as vu plein d'arbres déjà en feu. Là, bon, ça réfère ça à ce que je viens de voir ou ce que je vais voir. Okay. Mais ça joue quand même un effet de lien pour toutes ces choses-là. Tu sais, il y a une intelligence derrière tout ça. C'est pas juste random. Mais il y a certains de tes titres qui proviennent directement, je veux dire, des vidéos. Tout est inspiré des vidéos. Des vidéos. Ben oui. Encore là, moi, j'ai pas rien inventé. Là. J'ai juste récupéré des trucs. Puis, l'éthique, parce que tu travailles à partir d'un matériel qui ne t'appartient pas. OK. Donc, eux ne savent même pas si tu l'utilises, d'une part. Je pense qu'il y a un visage qui est caché une fois. Ça se peut-tu? Si c'est le cas, c'était pas moi, c'est eux qui l'ont fait intentionnellement. Il me semble qu'il y a un couple qui marche là, un peu dénudé, puis tout à coup, il me semble qu'il y a un visage de gars qui est caché. Oui. OK, bon. Mais ça, c'est leur trip sadomaso. Ah, c'est eux autres? Et parce qu'il y a comme 2 sous-questions. Un, est-ce que tu les contactes pour leur dire que tu vas utiliser leur image? Puis, à partir du moment où tu utilises l'image, qu'est-ce que tu conserves afin de préserver un petit peu l'intégrité? Parce que moi, c'est là, il y a un travail d'éthique aussi. C'est-à-dire, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire que tu voles des images, mais en tout cas, tu en prends possession, mais je veux dire, là, il y a tout un travail aussi de réflexion à travers ça. Là. Dans le passé, j'ai essayé, parce que ça fait 10 ans déjà que je fais ça. Dans le passé, j'ai beaucoup essayé de contacter les gens, tout ça, puis tu n'arrives jamais à 100%. Non, de toute façon, tu ne peux jamais vraiment sécuriser ton affaire avant de commencer à la monter. Après, moi, je me suis posé plein de questions. C'est qu'est-ce qui est le plus éthique? Hein? Dire, je vais prendre toutes tes vidéos, tu me donnes la permission, tu ne sais même pas qu'est-ce que ça va donner à la fin. Autrement dit, négocier ma liberté de monteur, ou rien te demander, puis essayer de faire quelque chose qui te déplaira pas trop. Parce qu'à la fin, moi, mon film, j'aimerais ça pouvoir le montrer au monde, puis je voudrais que tu sois à l'aise avec aussi. Fait que si je te demande aucune permission, à chaque fois que je vais faire une coupe, je vais penser à toi. Qu'est-ce qui est le plus éthique? Moi, c'est à la fin, je fais pas d'argent non plus avec mon film, fait que j'exploite pas les gens sur le plan monétaire ou ça, puis je les cite à la fin. Oui. Hein? Fait que j'ai le droit de citation. J'ai le droit aussi, aux États-Unis, ce qu'on dit, c'est fair comment. C'est que tu as le droit de prendre l'article de quelqu'un puis le commenter tant que tu donnes tes sources.
Fait que moi, finalement, c'est ça que je fais. C'est pas plus compliqué. C'est super simple. J'ai le droit de faire un commentaire sur ce que les gens... Les gens, ils m'interpellent constamment. Ils t'interpellent. Si tu commences à regarder des vidéos, regarde-moi, regarde ce que j'ai à dire, like-moi, tout ça. J'ai le droit de commenter dans la boîte en dessous avec écrire un petit texte de « j'aime ta vidéo ». Ou je peux aussi la sélectionner, la mettre dans un film, la monter, tout. Tant que c'est pas mercantile. Tant que je fais pas d'argent. Tu peux accepter, tu penses que tous ceux, puis tout ce que tu montres, eux accepteraient ça? Dans mon cœur à moi. Moi, je pense que non. Les épais, là, qui aspirent du lait, ça se peut. Mais si je devais... Il serait gêné. Si je devais obtenir un consensus, le film n'existerait jamais. Ouais. Parce que les gens sont tous sur Internet pour avoir de l'attention. Ça, c'est vrai. Avoir un public. Donc, en fait, tu l'as... Fait que là, moi, j'ai dit, regarde, ton image est tout petite comme ça sur un écran d'ordinateur, je vais la mettre dans un cinéplex, là. Tu veux-tu? Tout le monde va dire oui. Mais si je dis, tu veux-tu partager l'écran avec cette autre personne-là, cette autre personne-là, cette autre personne-là? Ben non, ça, c'est des imbéciles, c'est des fous. Fait que moi, je veux pas avoir à gérer ça. Fait que je prends le risque. Un artiste, ça prend des risques. Puis moi, c'est le risque que je suis prêt à prendre. S'ils sont en crise contre moi, regarde. Pas le choix, il est trop tard. C'est ça qui est ça, c'est fait. C'est fait. Puis c'est tout. Moi, c'est le risque que je suis prêt à prendre. Pas de poursuivre, t'es cassé. Puis je pense pas que... Ben, c'est ça. Diviser 0 par 0, ça fait 0. Personne ne va s'enrichir avec moi de toute manière. Je prends des risques énormes sur le plan légal et tout, même réputationnel, parce que je me suis fait ramasser souvent avec ça. Mais là, je tiens mon bout. Avec la controverse de mes derniers films, maintenant, je me promène en ville dans un véhicule blindé, avec des vitres de 3 pouces d'épais, puis je suis armé jusqu'aux dents. Fait que quand t'es rendu comme ça, là, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je débarque plus de ce véhicule-là à cette heure. Ça m'a radicalisé. Puis à cette heure, je l'assume bien raide. Je ne demande pas la permission à personne. J'ai le droit d'avoir un commentaire sur le monde dans lequel je vis. Tu n'as un. Moi, j'avais noté « I have to survive ». Dans un film, il y a bien des phrases, là. Moi, c'est drôle, j'ai accroché à celle-là. « I have to survive ». J'ai dit, il me semblait que ça touchait quelque chose dans ton film, là. Hein? En tout cas. Et c'est là que ça devient même touchant, émouvant. Bien sûr, bien sûr. C'est tout le temps qu'on avait. Ça passe vite, hein, Dominique Gagnon. Donc, si vous voulez continuer de discuter, venez voir le film. Exactement. Je vais être là, puis je vais être super content de parler. Donc, on vous invite à la Cinémathèque le 23 au 26 avril afin de vraiment être confronté à un nouveau matériel. On n'a pas parlé parce que, je veux dire, c'est un peu inclassable. C'est un peu inclassable, mais c'est vraiment... Pour moi, on parlait de sujets politiques, mais pour moi, ça, c'est du vrai cinéma politique qui a sa place dans la police en tant que la cité et qui reprend des images de la cité et qui nous les donne à voir et à la fois aussi à réfléchir. Donc, merci beaucoup, Dominique Gagnon. Merci à vous. Merci.